Mesdames et messieurs, bonsoir. Les Ivoiriens iront aux urnes le 30 octobre prochain pour le référendum constitutionnel. Le projet de la loi fondamentale a été déjà adopté par le Parlement le 11 octobre dernier. Mais avant cette étape de l'hémicycle, un comité d'experts a travaillé pendant 4 mois et élaboré un nouveau test. Ce comité d'experts a été dirigé par le professeur Ouraga Obou que nous recevons ce soir. Comment ce groupe d'experts a-t-il fonctionné pour aboutir à ce résultat? Quels sont les changements majeurs contenus dans ce nouveau test qui sera soumis au référendum? Pour répondre à toutes ces interrogations et à bien d'autres, notre invité ce soir, lui, sera soumis à un exercice, celui d'éclairer la lanterne des uns et des autres sur cette proposition de cette nouvelle loi fondamentale. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, le 24 septembre dernier, au cours de la cérémonie de remise de l'avant-projet de la nouvelle constitution au chef de l'État, vous aviez déclaré ceci, et je vous cite, « Le travail a été pour moi une belle aventure. La remise de l'avant-projet ce jour me permet de me décharger d'un lourd fardeau. » En quoi est-ce que cette mission a été pour vous un fardeau? D'abord, je voudrais, si vous le permettez, vous remercier à double titre. D'une part, vous me donnez l'occasion de remercier le chef de l'État pour avoir nommé des Ivoiriens dans le comité d'experts. C'est important. Et surtout, des professeurs de droit. D'autre part, c'est aussi pour moi l'occasion d'expliquer autant que possible l'avant-projet de constitution qui est devenu désormais le projet de constitution aux Ivoiriens et de répondre autant que possible à vos préoccupations. Maintenant, je voudrais dire que ça a été un lourd fardeau, parfois quelque peu mal interprété par certains de vos collègues. Mais ce que je voulais entendre par là, c'est de dire que durant ces 4 mois, il a fallu observer une discrétion la plus absolue. Et au cours des séances de travail, mes collègues eux-mêmes n'avaient pas le droit de garder leurs notes sur eux. C'est-à-dire qu'après chaque séance de travail, j'étais obligé de ramasser tous les brouillons des uns et des autres pour qu'on puisse se retrouver le lendemain ou plus tard. Et qu'à mon domicile moi-même, j'étais obligé de mettre le document préparatoire dans un endroit qui était très caché et qui n'était pas à la vue des gens de ma maison. Et enfin, le président de la République, chaque fois que je le rencontrais, il me disait toujours, mais le projet que vous avez, vous l'avez tiré en combien d'exemplaires? Je le rassurais toujours pour dire que ça en est seul exemplaire pour vous, et puis le mien que je garde. Donc, durant ces 4 mois, vous avez dû constater que nous n'avons fait aucune déclaration et aucun élément de cet avant-projet n'est sorti dans la presse. C'est ça le fardeau. D'accord. Alors, le projet finalement est su et connu de tous. Il a même été adopté par le Parlement le 11 octobre dernier. Alors, vous aviez tout à l'heure évoqué le chef de l'État. Quels ont été vos rapports au cours de ces 4 mois-là? Aviez-vous véritablement toutes les cartes en main? Le comité, dans la conduite de ses travaux, est resté à la fois flexible et inflexible. Flexible parce que nous étions la plume du chef de l'État, une plume qui se voulait obéissante mais éclairée. Inflexible parce qu'on ne s'est jamais trouvé dans une posture de suivi moutonnier. Quand il fallait dire non, on prenait la peine, on trouvait le moyen pour dire non. Et je peux vous dire qu'avec monsieur le chef de l'État, ça a été quelque chose de destructif, de très excellent, parce qu'il prenait toujours le temps d'écouter. On n'était pas d'accord sur tout, mais lorsque on voudrait exprimer notre différence, lui aussi, il exprimait sa différence. On prenait toujours le temps de trouver la solution médiane, et c'est en cela que ce travail était un travail consensuel, hautement consensuel. Parce qu'au départ, les positions n'étaient pas convergentes, mais on finissait toujours à les rendre convergentes. D'accord. Alors, le chef de l'État a opéré un choix, celui de confier la rédaction de cette nouvelle constitution à un comité d'experts.
Est-ce que ce choix-là n'a pas été à la base de la mésentente qu'il y a eu au sein de la classe politique, notamment au niveau de l'opposition, qui, elle, avait demandé la convocation d'une assemblée constituante? Je peux dire que l'opposition a toujours raison de revendiquer. Je n'ai pas du tout le droit de diaboliser l'opposition. C'est son droit le plus absolu. Mais comme je l'avais indiqué la dernière fois, l'initiative, aussi bien l'initiative que l'organe qui est chargé de rédiger la Constitution, relève toujours des voies insondables, totalement insondables. Et j'ai indiqué la dernière fois que, vous savez, d'abord, contrairement à ce que beaucoup de juristes soutiennent, dans aucune constitution, il n'est indiqué celui qui peut avoir l'initiative de dire au pays que maintenant on peut rédiger une nouvelle constitution. Et parfois, les gens font une confusion entre l'initiative pour l'élaboration d'une constitution de celle de la révision constitutionnelle qui, elle, est enfermée dans une procédure et contenue dans la Constitution. Je voulais rapidement dire que lorsque l'initiative elle est prise, elle peut émaner, qui est politique d'abord, elle peut émaner soit du président de la République, soit du Parlement, ou encore du peuple lui-même qui a envie de changer la Constitution. Si on se réfère à ces trois éléments, le premier qui a pris l'initiative, le président de la République, est politiquement fondé et après juridiquement fondé à avoir l'initiative de doter le pays d'une nouvelle constitution. Ensuite, concernant la rédaction, alors juridiquement ou démocratiquement, on parle toujours d'une assemblée constituante. Et cette assemblée constituante, elle peut avoir une compétence souveraine, mais elle peut avoir aussi une compétence non souveraine. Concernant la Constitution américaine du 17 septembre 1787, c'est une assemblée constituante souveraine. Elle a adopté la Constitution, elle a rédigé la Constitution, elle l'a adoptée sans recours au peuple. Elle date du 17 septembre 1787. 2016, ça fait près de 219 ans d'existence. 2. Lorsqu'on prend la France, la Constitution du 27 octobre 1946, on a d'abord eu une assemblée constituante élue. Elle a fait un projet qui a été soumis au peuple. Le peuple a dit non. L'assemblée constituante a repris les travaux et cette fois, ça a été adopté, promulgué. Cette constitution n'a duré que 12 ans, c'est-à-dire de 1946 à 1958. Et puis, il y a la Constitution française de 1958 à aujourd'hui, près de 60 ans, 58 ans. Ce n'est pas une assemblée constituante. C'est un comité consultatif qui était présidé par le ministre de la Justice et qui a fait donc des propositions qui a constitutionnalisé les idées constitutionnelles du général de Gaulle. Et cette constitution fait office aujourd'hui de vieille constitution. Troisièmement, nous avons la constitution ivoirienne de 1960. Elle procède de la constitution ivoirienne de 1959, qui procède en elle-même de la révision constitutionnelle de l'article 26 de la constitution de 1959. Et voyez-vous, ce n'est pas une assemblée constituante qui l'a rédigée, elle a vécu pendant plus de 39 ans. Et puis on en arrive à la constitution de 2000, qui n'est pas une assemblée constituante, parce que l'assemblée constituante, il s'agit des gens qui ont été élus. Ici, c'est le général Gay qui m'avait nommé à l'époque et qui avait pris une disposition pour que des ONG puissent siéger dans la commission chargée de proposer l'avant-projet de constitution qui ensuite devrait être soumis à l'approbation de la commission constitutionnelle, enfin au gouvernement, puis le référendum. Donc, vous voyez, cette constitution, elle date de 2000, nous sommes en 2016. Certainement, ayant tiré les leçons de ce qui s'est passé en 2000, le président de la République a décidé de mettre en place un comité d'experts que chacun peut juger selon son éducation, selon ses intérêts,
mais de rédiger un avant-projet de constitution loin des bruits, loin des clameurs. C'est ce que nous avons fait. Ça a été une œuvre extrêmement difficile parce que beaucoup de nos collègues font des critiques que je trouve parfois pertinentes, salutaires, mais ce que je voudrais quand même, il faut lever une équivoque. Élaborer une constitution, ce n'est pas rédiger une thèse. Élaborer une constitution, ce n'est pas un mémoire. Élaborer une constitution, il ne s'agit pas de rédiger les statuts d'une association ou d'une entreprise. Élaborer une constitution, c'est une œuvre à la fois juridique et politique, parce qu'il faut connaître le peuple pour lequel vous rédigez la Constitution. D'accord, une Constitution donc élaborée loin des clameurs, mais comment est-ce que vous avez pu prendre en compte les aspirations des différentes composantes de la population? Alors, s'agissant de la méthodologie, nous nous sommes appuyés essentiellement sur la Constitution de 2000. Nous y avions intégré ce que nous avons retenu des autres constitutions d'Amérique, notamment la Constitution américaine, européenne, notamment la Constitution française et italienne, allemande. Nous nous sommes inspirés des constitutions africaines et surtout celles des États où il y a eu des révolutions, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, les notes personnelles, comme j'ai dit tantôt, du président de la République, pour essayer de dégager la trame de notre avant-projet de constitution. Et puis à partir de là, nous avons rédigé pendant plus d'1 mois et demi, et on a pensé qu'il était nécessaire de rencontrer les différentes composantes de notre société. Dans un premier temps, nous en avons rencontré 35, et puis ensuite nous en avons rencontré 6, et puis nous avons bouclé notre avant-projet de constitution. Je peux vous dire que ces rencontres nous ont été d'une grande utilité parce que ça nous a permis d'abord de nous rassurer, de savoir si nous étions dans le bon chemin, sur la bonne voie. Mais ensuite, ça nous a permis de corriger notre propre copie parce qu'il y avait des éléments qu'on n'avait pas pris en compte, où il y avait des éléments qui étaient quelque peu des points de discorde, même au sein du groupe. Et c'est en rencontrant ces groupes-là que nous avons pu trancher et revenir vers le chef de l'État, lui aussi pour le convaincre sur un certain nombre d'éléments. D'accord, on va à présent s'intéresser aux changements majeurs qui figurent dans le projet de constitution qui sera soumis au référendum. D'abord, la création d'un poste de vice-président. Qu'est-ce qui justifie un tel choix? C'est un choix politique, mais qui se justifie d'un point de vue juridique. D'un point de vue juridique, il est plus cohérent que celui qui puisse assurer la vacance de la présidence de la République vienne plus de l'exécutif que d'un autre organe. C'est plus cohérent. Puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un régime de type présidentiel, comme le type américain. Aux États-Unis d'Amérique, ce n'est pas le président du Sénat, ni le président de la Chambre des représentants qui assure la vacance. C'est un vice-président élu en même temps que le président de la République. Donc, c'est plus cohérent avec la vice-présidente de la République que quelqu'un d'autre qui vient assurer la vacance de la présidence de la République. Oui, vous l'aviez dit, un vice-président élu en même temps que le président de la République, mais l'article 179 du projet de constitution indique que le président en exercice, à la date de promulgation de la présente constitution, nomme le vice-président. Quelle légitimité pour ce vice-président étant entendu qu'il n'a pas été élu? Lorsque, dans un processus tout à fait normal, le président de la République est candidat, il est en même temps que son vice-président. De sorte que la légitimité du vice-président découle du peuple au même titre que celle du président de la République. Mais il se trouve que l'élection présidentielle a déjà eu lieu. On s'est retrouvé exactement, ou du moins, on se retrouve exactement dans la même situation qu'en 1980, où le président Houphouët-Boigny, après l'élection d'octobre 1980, avait nommé un vice-président et qui devrait être élu en même temps que lui. Il s'est donc trouvé que pendant ces 5 ans, nous n'avons pas eu de vice-président qui soit nommé et c'était un risque pour l'État
D'autant plus que nous sommes dans un régime de type présidentiel et que le président de la République est l'ossature de ce système. Il en est l'épine dorsale. Donc, lorsqu'il est enrhumé, eh bien, c'est l'État lui-même qui vacille. Fallait-il prendre le risque d'un vide pendant ces 4 ans prochains? On a pensé que c'était trop risqué. Donc, il fallait trouver un arrangement juridique qui fait de sorte que le président, à la promulgation de la Constitution, si c'était adopté, pourrait nommer son vice-président. Mais ça, c'est une des situations qu'on a connues dans le monde. Lorsqu'on prend les États-Unis d'Amérique, le président Richard Nixon avait été élu en même temps que son vice-président Spiro Agnew, et celui-ci avait été empêtré dans une situation de scandale, autant qu'il avait été obligé de démissionner. Le président Richard Nixon a donc nommé un vice-président, Gerald Ford, qui n'avait pas été élu, donc comme vice-président. Et lorsque le président lui-même a été amené à démissionner à la suite de l'affaire Watergate, Gerald Ford, qui n'a jamais été élu, a été président des États-Unis et lui, il a nommé Rockefeller comme vice-président. Donc vous voyez une succession de personnes qui n'ont jamais été élues et qui ont dirigé l'Amérique, et le ciel n'est pas tombé sur les États-Unis d'Amérique. Il y a donc des situations qui sont parfois difficiles que le droit doit régler, sinon on peut se retrouver dans une situation chaotique. D'accord, justement, parlant d'arrangement juridique, certains de vos collègues constitutionnalistes souhaitent que justement cette nomination soit soumise au moins au Parlement. Pourquoi est-ce que cela n'a pas été pris en compte? C'est une voie. C'est une voie, mais je pourrais vous dire simplement que lorsque vous prenez l'article 7 de la Constitution française, à cas de vacances de la présidence de la République, ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale qui assure la vacance, c'est le président du Sénat. À cas de vacances de celui-ci, c'est le gouvernement qui assure l'intérim. Et le gouvernement n'a jamais été élu. Je ne dis pas que nos collègues ont tort, mais il faut que nos collègues comprennent qu'il faut sortir de l'amphithéâtre. Ça, c'est ce que nous enseignons à nos étudiants. Mais sur le terrain de la Constitution, c'est la pratique, c'est la réelle politique. Il faut voir comment on peut résoudre les problèmes de l'État. C'est différent. C'est pour ça que je vous dis, élaborer une constitution, ce n'est pas seulement une œuvre juridique. Elle est à la fois juridique et politique. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Une autre modification majeure, la Constitution de 1960 n'incluait pas la limite d'âge. Elle intervient dans celle de 2000 et disparaît dans le projet de la nouvelle Constitution. Comment expliquez-vous ce changement? Je fais remarquer que sur ce point, la France n'a fait introduire sa réforme qu'en 2008. C'est seulement en 2008 que la Constitution française dit désormais que nul ne peut être élu successivement 2 fois. Nous avons dit il n'est éligible qu'une fois. Deuxièmement, donc sur l'âge. Concernant l'âge, on a discuté. Certains ont proposé 35 ans, d'autres ont proposé 70 ans. J'ai fait un compromis, j'insiste, j'ai fait un compromis en disant 40 ans minimum qui est déjà dans la Constitution et 75 ans au plus. Je ne suis pas un médecin. C'est une approche, vous voyez, et qu'on a retenu 75 ans. Je fais remarquer aussi que dans la Constitution française, il n'y a pas de limite d'âge. Je fais remarquer que dans la Constitution américaine, il n'y a pas de limite d'âge. Même la limitation de mandat, ça a été constitutionnalisé aux États-Unis, le 22e amendement, en 1951, après que le président Franklin Roosevelt a été élu en 1932, réélu en 1936, 40, 44, alors que, après George Washington, la pratique avait été de ne faire que 2 mandats, pas plus. Donc, je termine pour dire que c'est vrai, c'est une préoccupation pour les Ivoiriens et pour certains d'entre nous, mais voilà comment est née la limitation d'âge. Donc, les représentants ivoiriens qui se sont retrouvés à Marcoussis,
ont fait sauter le verrou et ont mis un minimum 35 ans et pas de maximum. Alors, à partir de ce moment, on a estimé que c'était quand même, il y avait une sorte de modus vivendi au niveau de ceux qui ont participé à l'accord de Linas Marcoussis. Donc, il aurait peut-être fallu prendre cet accord-là. Ça ne poserait peut-être pas trop de problèmes. Je termine en disant que vous savez, l'âge, il faut faire très attention. Je dis souvent à mes étudiants qu'en République dominicaine, le président en exercice, il s'appelait Joachim Balaguer, avec 86 ans. On disait qu'il était vieux. Et son challenger, qui se réclamait d'être jeune, n'avait que 85 ans. Alors que l'autre, avec 86 ans, on estimait qu'il était vieux. Donc vous voyez que c'est relatif. En Tunisie, le président qui a été élu, 82 ans. Mais est-ce que les Ivoiriens sont obligés d'élire un président de 90 ans? Même s'il n'y a pas de limitation d'âge. Si demain les Ivoiriens veulent élire un président qui a 90 ans, mais c'est leur problème. Alors, qu'en est-il des conditions relatives à la santé du candidat? Dans la Constitution de 2000, notamment dans l'article 35, il était dit notamment qu'il fallait, pour la condition de santé, le Conseil constitutionnel désignait des experts médecins. C'est ce qui avait été indiqué. Dans l'accord de Linas Marcoussis, ça a été, ce verrou aussi, cette clause a sauté. Ce qui a été retenu, c'est de dire que le président de la République publie son bulletin de santé tous les ans. Mais ça, ce n'est pas une condition d'éligibilité. Ce n'est pas une condition d'éligibilité. Donc, nous, on n'a pas voulu mettre ça dans la condition d'éligibilité. C'est peut-être une obligation qui est faite au président élu. Et ça, on peut retenir ça dans la loi organique. La loi organique peut décider que, bon, désormais, le président qui est élu puisse publier son bulletin de santé, mais ce n'est pas une condition d'éligibilité. D'accord. Alors, le projet de nouvelle constitution prévoit également la création d'un Sénat. Quelle est la nécessité de cette institution dans le contexte politique actuel? Double. La première nécessité, c'est que lorsque le Parlement devient bicaméral, ce bicamérisme permet effectivement de mieux élaborer la loi. D'abord l'Assemblée nationale, ensuite le Sénat. Avec ce double examen, ça permet effectivement d'avoir une loi qui est plus élaborée. Ça, c'est techniquement, au point de vue de la rédaction ou du vote de la loi. Mais d'un autre côté, la formule qui est proposée, qui est une formule qui est un peu, je dirais, qui sort de l'habituel, puisque, comme nous avons notre référence, la France, le Sénat, les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect, c'est-à-dire par les collectivités décentralisées. Ce qui est distinct de ce qui se passe aux États-Unis, où les sénateurs sont élus directement au suffrage universel. Ici, une partie, les ces deux tiers seront élus au suffrage universel indirect, alors que les députés sont élus au suffrage universel direct, et qu'un tiers des membres seront nommés par le chef de l'État. On avait pensé dans notre projet initial, en se conformant aussi à ce qu'avait voulu aussi le président de la République, que nous avons complété, c'est-à-dire les anciens présidents d'institutions, mais aussi des représentants de l'extérieur et de l'opposition. Bon, l'amendement de l'Assemblée nationale a été qu'il faut prendre parmi les personnes compétentes, avérées dans les domaines économiques, sociaux, culturels, sportifs. Bon, tant mieux. Alors, le candidat à la présidentielle doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, selon l'article 55. Il doit être de père ou de mère ivoirien d'origine. Pouvez-vous nous expliquer cette disposition? D'abord, je fais remarque que d'un point de vue sémantique, donc du point de vue définitionnel, ivoirien de naissance, c'est la même chose qu'ivoirien d'origine. On peut aussi l'appeler, on peut dire aussi que c'est la nationalité d'attribution par opposition à la nationalité d'acquisition
qui est la naturalisation ou l'acquisition de la nationalité ivoirienne par le mariage. Dans notre cas de la Côte d'Ivoire, depuis 1972, la nationalité, c'est une nationalité par filiation. C'est-à-dire ce qu'on appelle la nationalité du sang, par opposition à la nationalité du sol qu'on avait de 1960 jusqu'à 1972. Donc, pour être assez explicite en la matière, je voudrais prendre un exemple précis pour que les uns et les autres comprennent. Je prends un couple de Congolais, un homme et une femme. Les deux ont la nationalité congolaise. Ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils ont déjà un enfant. Et ils arrivent en Côte d'Ivoire. Les deux, ni l'enfant, ni les deux Congolais ne peuvent pas prétendre à être candidats à l'élection présidentielle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le couple a un deuxième enfant qui est né sur le territoire ivoirien. Il est certes né sur le territoire ivoirien, mais il ne peut pas avoir la nationalité ivoirienne, il ne peut pas être candidat, parce que c'est le sang, ce n'est pas le sol. Ils prennent, et eux tous les deux maintenant, le couple, les deux membres, prennent la nationalité ivoirienne. Ce sont des naturalisés. Ils ont un enfant qui naît, donc un troisième enfant qui naît. Celui-ci qui naît est un Ivoirien de naissance. Il est un Ivoirien d'origine, qui a la nationalité d'attribution. Alors que ses parents sont des naturalisés et ses frères sont aussi des naturalisés. Lui, parce qu'il est Ivoirien de naissance, il peut prétendre à l'élection présidentielle. Mais il ne peut pas être éligible parce que ses parents sont naturalisés. Donc il ne peut pas être éligible. Donc il est exclu. À la limite, c'est son fils qui pourrait être éligible parce que lui, il est Ivoirien de naissance. Pourquoi? Parce que même si vous avez la nationalité ivoirienne, vos parents ne doivent pas être naturalisés. Donc les naturalisés sont exclus. D'accord, ok. Alors, est-ce que c'est suffisamment clair? J'espère que les téléspectateurs ont compris. Oui, compris. C'est suffisamment clair. Il faut que les gens comprennent que dès lors que, alors à condition que, puisqu'on dit désormais maintenant le père ou la mère, si un des parents est naturalisé, que l'autre est ivoirien d'origine, cela est possible. D'accord. Alors, je vais revenir sur cet article 55-là pour que cela soit clair dans l'esprit de tous les téléspectateurs. Le candidat à la présidentielle doit être exclusivement de nationalité ivoirienne. Il doit être de père ou de mère ivoirien d'origine, n'est-ce pas? C'est ça. Ça signifie, excusez-moi, ça signifie que si vous avez aussi, vous avez la nationalité ivoirienne, que vous êtes ivoirien de naissance, mais vous avez une autre nationalité, au moment de vous présenter, il faut renoncer à cette nationalité. Il faut renoncer à cette nationalité. Vous renoncez à cette nationalité et vous devenez donc exclusivement ivoirien. Alors nous tirons vers la fin de cet entretien. Rapidement, l'article 139 stipule dans son alinéa 1 que le pouvoir judiciaire est indépendant. Dans le second alinéa, il est mentionné que le président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Comment cela est-il possible? C'est une belle question, belle préoccupation, parce que ça a soulevé, je dirais, quelques problèmes dans l'opinion. Vous savez, dans notre Constitution, à l'instar de celle de la France, le président de la République est garant de la Constitution. Et les Français ont réformé leur Constitution parce qu'en France, ce n'est pas le pouvoir judiciaire, c'est l'autorité judiciaire. C'est dans la Constitution de 2000, dans son article 101, nous avons dit le pouvoir judiciaire en lieu plein de l'autorité judiciaire qui était le pouvoir judiciaire dans la Constitution de 1960. Et en réformant donc la Constitution, désormais en France, il y a deux formations. La formation des magistrats, qu'on appelle les magistrats de siège, elle est présidée, cette partie-là du Conseil supérieur de la magistrature est présidée par le président de la Cour de cassation, qui est nommé par le président de la République. Tandis que
celle du procureur de la République pour expliciter ou bien pour faire comprendre ça au commun du mortel, elle est présidée par le président du Conseil d'État, qui lui est nommé aussi par le président de la République. Donc ce sont des personnes qui sont nommées. Quand nous avons fait notre projet, nous avons décidé de dire qu'il faut que le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature parce qu'il est le garant de la Constitution. Le président nous a dit non, que lui n'entend pas présider le Conseil supérieur de la magistrature. Mais comme vous savez, nous sommes dans l'orthodoxie juridique, nous avons estimé qu'il était plus cohérent que celui qui assure l'indépendance de la magistrature soit en même temps le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc nous l'avons maintenu dans notre avant-projet. Quand nous avons rencontré les différentes composantes de la société, les remarques sont revenues. Les gens ont dit non, on ne voudrait pas que le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Donc le président nous a fait comprendre que je vous avais déjà dit que je n'étais pas pour présider le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, plusieurs possibilités s'offrent à nous. D'aucuns ont dit il faut que ce soit le président de la Cour suprême. Mais le président de la Cour suprême, il est nommé par le président de la République. Ça ne change pas grand-chose. Certains ont demandé qu'il soit élu. C'était la bonne voie. Mais on a compris aussi que dans les autres pays où le président du Conseil supérieur de la magistrature est élu, souvent après les élections, ça crée beaucoup de problèmes, des clivages entre les magistrats. On a constaté cela aussi dans les pays où le président du Conseil constitutionnel est élu. On voit aussi que ça fait des clivages entre ceux qui ont gagné et ceux qui ont perdu. Alors, on a imaginé une solution médiane. Le président de la République, désormais, ne préside plus le Conseil supérieur de la magistrature, mais il choisit parmi les hauts magistrats, en fonction ou à la retraite, pour présider le Conseil supérieur de la magistrature. Alors certains ont dit, mais pourquoi il le nomme? Mais le président de la Cour suprême, que certains proposaient, mais c'est lui qui le nomme. En France, comme je l'ai indiqué tantôt, le président de la Cour de cassation, comme le président du Conseil d'État, c'est le président de la République. J'ai fini pour dire que ce n'est pas tant la nomination qui pose problème. Parce que pour être indépendant, ce n'est pas parce qu'on vous a nommé que vous ne pouvez pas être indépendant. Si vous n'êtes pas indépendant dans votre tête, dans votre comportement, vous ne serez jamais indépendant. C'est cela que nous a rappelé constamment l'ancien président du Conseil constitutionnel français, Robert Badinter. Oui, j'ai un devoir d'ingratitude entre l'autorité de nomination. Et chacun devrait comprendre qu'une fois qu'il est nommé, il ne doit pas se retrouver dans une posture de suivi moutonnier. Il doit servir la nation. C'est ça le devoir d'ingratitude. D'accord. Merci alors, professeur Ouraga Ogbou. Nous sommes au terme de notre entretien. Vous aviez dirigé la sous-commission chargée d'élaborer la Constitution de la Deuxième République. Vous aviez également présidé le comité scientifique du Forum de la Réconciliation nationale. Vous venez de diriger le comité d'experts chargé de la rédaction de la Constitution de la Troisième République. Est-ce que vous pouvez affirmer que cette fois, c'est la bonne et que la Côte d'Ivoire a une constitution moins conflictuelle? Je voulais dire deux choses. La première, c'est que la Côte d'Ivoire m'a tout donné. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui aient reçu comme ça de leur pays. La Côte d'Ivoire m'a tout donné. Oui, présider 2 fois la commission qui est chargée d'élaborer la constitution d'un pays, ce n'est pas toujours donné. Même des grands juristes comme Hans Kelsen, qui ont eu à présider les travaux de la Constitution d'Autriche, ils n'en ont pas présidé une deuxième. Je ne voudrais pas en présider une troisième. Je voudrais que celle-ci soit pérenne. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas prendre le risque de dire que cette fois-ci sera la bonne. C'est trop risqué. J'ai dit à plusieurs reprises que pendant toute la conduite de nos travaux, nous n'avons pas été sereins. Alors certains ont dit, mais il avoue n'avoir pas été serein. Je m'explique. Vous savez, nous sommes des enseignants. Les enseignants n'aiment pas être évalués. Or, à tous les niveaux, nous sommes évalués.
D'abord par le président de la République qui nous évalue. Nous sommes évalués par le Conseil des ministres. Nous sommes évalués par l'Assemblée nationale et demain, nous serons évalués par le peuple. Qui peut être aussi serein si ce n'est pas de l'insouciance? Et donc, pour répondre à votre question, je voudrais m'adosser à un de nos maîtres, le sage Solon, qui est une référence à la matière pour les constitutionnalistes, à qui jadis les Grecs demandèrent quelle était la meilleure constitution. Il leur répondit pour quel peuple et à quelle époque. Si demain les Ivoiriens se reconnaissent dans cette constitution, alors je dirais qu'on ne s'est pas trompé. Si les Ivoiriens disent non, s'ils ne se reconnaissent pas, alors je dirais que nous nous sommes trompés. Mais on se sera trompé de bonne foi, parce qu'on aura tout mis dans cet avant-projet de constitution qui devient le projet, parce que pour ceux qui sont de bonne foi, ils comprendront que les 47 articles relatifs aux droits et devoirs, ils ne pourront trouver ça nulle part. Nulle part. Merci, professeur. C'est ici que prend fin cet entretien. Sachez pour votre gouverne, chers téléspectateurs, que le projet de la nouvelle constitution qui sera soumis à référendum le 30 octobre prochain comporte 16 titres, 50 chapitres et 184 articles. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1.